3 soldats israéliens blessés en Cisjordanie après avoir été visés par un tireur. Le terroriste est un policier palestinien qui a été abattu. Un chiffre qui inquiète les polices européennes. 10 000 enfants enregistrés comme migrants seraient portés disparus depuis 2 ans. Ils pourraient être tombés dans les griffes des mafias européennes pour être exploités. Et puis une victoire symbolique pour les femmes qui réclament le droit de prier comme les hommes au mur des lamentations à Jérusalem. Un espace mixte sera créé en plus des 2 espaces réservés déjà existants. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, donc, le coup d'envoi de la phase décisive des primaires pour la course à la Maison-Blanche aux États-Unis. Premier vote prévu demain dans l'État de l'Iowa. C'est un État avec un système de vote très particulier. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, les dernières heures de campagne, tous les candidats occupent le terrain dans cet État, pourtant peu fréquenté habituellement. On retrouve sur place notre envoyé spécial Daniel Ziri. Oui, le favori du côté républicain, Donald Trump, devrait arriver ici à Council Bluffs, à peu près à 2 heures de route de Des Moines dans l'Iowa, pour tenir un énième rallye de campagne avant ce vote de demain. Et les gens sont venus nombreux ici. Il y a bien des dizaines et des dizaines de personnes qui sont là depuis très très tôt ce matin. Il faut le signaler, il fait très froid dans l'Iowa, en dessous de 0 degré à l'heure actuelle. Alors Donald Trump va venir ici dans 1 heure. Ses supporters que vous pouvez voir derrière moi sont très enthousiastes. Ils nous ont fait part de cela tout à l'heure, mais aussi très sûrs d'eux. Et ils ont raison de l'être selon les derniers sondages locaux qui montrent que Donald Trump est en tête de ces sondages avec 28% des votants potentiels de demain qui soutiennent Donald Trump. Seulement 23% pour son grand rival Ted Cruz, un rival qui d'ailleurs a décidé d'attaquer très fort ces derniers jours avec des spots publicitaires venant de sa campagne où il montre Donald Trump dans des interviews précédentes, il y a quelques années, disant du mal des habitants de l'Iowa et les appelant même stupides. Alors on va voir si dans ce rallye, Donald Trump va répondre à ces accusations et va répondre à ces attaques de la part de son rival. Pour l'instant, il a l'air, comme d'habitude, très sûr de lui pour ce vote de demain. Voilà, Daniel Ziri, donc depuis Des Moines. On va voir d'ailleurs des images en direct de l'arrivée de Donald Trump qui tient donc ce meeting, dernier grand meeting avant le vote dans cet État. Premier État prévu demain. On vote également dans le camp démocrate. Et là, c'est Hillary Clinton qui fait figure de favorite. Alors, cet État de l'Iowa est aussi très particulier parce qu'on utilise là-bas un système d'élection appelé caucus, terme typiquement américain, que nous explique Julia Ganancia. Il n'est pas le premier État dans l'ordre alphabétique, encore moins dans l'ordre de taille ou de population. Alors pourquoi l'Iowa a-t-il l'honneur de lancer les primaires américaines? Les origines de cette tradition remontent à 1972, lorsque pour des soucis d'organisation, le Parti démocrate local décide d'avancer son caucus au mois de janvier. En 1976, le Parti républicain s'aligne sur cette date. Pour ses défenseurs, l'Iowa a aussi l'avantage d'être un État moyen par sa taille et par sa population. Il symboliserait ainsi l'Amérique profonde. Mais sa population, blanche à 92%, est essentiellement rurale et n'est pas représentative de la diversité des États-Unis. Je suis très fière de pouvoir participer au tout début du processus de sélection du nouveau président des États-Unis. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui soit devenu président, mais cela pourrait changer maintenant. Un caucus ne se déroule pas comme une élection lambda, pas d'isoloir, pas d'urne et encore moins de bulletins secrets. Dans le camp démocrate, les militants se réunissent dans plusieurs bureaux de vote à une heure précise. Une fois rassemblés, ils se répartissent en groupes à divers endroits de la salle, chaque groupe représentant un candidat. Commence alors le décompte. Si un groupe représente moins de 15% de l'Assemblée, il est dissous et ses membres doivent rejoindre un groupe plus important. Un nouveau comptage a lieu et les voix sont réparties en fonction de la taille des groupes. Chez les Républicains, les électeurs se rendent sur les 900 sites où a lieu le caucus, entendent les discours des représentants des candidats et écrivent leur choix sur un bout de papier. Si la pratique est originale, elle est aussi très critiquée pour ses limites démocratiques. La présence des électeurs étant obligatoire, impossible de faire une procuration pour les gens ne pouvant être présents.
Une révolution est-elle en marche sur le site sacré pour les Juifs du mur des Lamentations de Jérusalem? Le combat mené par des femmes depuis des années pour y prier librement a été partiellement entendu par le gouvernement qui a proposé aujourd'hui une sorte de compromis. En plus du statu quo actuel, eh bien, un site de prière mixte va être créé. Joseph Emmanuel avec Léa Berdugo. Elles chantent car elles sont heureuses. Le gouvernement israélien vient d'adopter quasiment à la majorité un compromis et celles qui se sont elles-mêmes nommées les femmes du mur pourront désormais prier au pied du mur des Lamentations. Elles prieront dans une zone mixte, hommes et femmes. La décision est très bien accueillie par le mouvement féministe. Je suis ravie de cette décision. C'est une opportunité incroyable pour l'État d'Israël, pour le peuple juif et pour les femmes juives. On vient d'atteindre quelque chose sans précédent. Une décision bien accueillie par les femmes en général qui viennent prier ici. Je pense qu'il y a des bons et des moins bons côtés. Il y a des bons côtés parce que finalement, pourquoi pas. Si des hommes veulent prier avec elles, ça ne me dérange pas. Ce qui m'aurait dérangé, c'est qu'elles viennent prier avec les femmes, avec leur talit et les tefilines. Le compromis a été accepté par presque tous les membres du gouvernement et le lieu choisi accepté par les femmes du mur. Si la revendication est médiatisée depuis quelques années, ici on connaît ces femmes depuis bien longtemps. Ça n'est pas d'aujourd'hui, elles sont arrivées ici il y a 30 ans, je les connais bien. Elles se battent depuis 30 ans pour, disent-elles, garantir certains droits aux femmes. Le droit de porter les rouleaux de la Torah, le droit de se vêtir du vêtement traditionnel religieux des hommes et le droit de prier mêlé aux hommes. Une façon d'avancer, d'évoluer, entend-on quand on leur demande leur motivation profonde, mais une façon aussi de peut-être revenir à ce qu'on faisait avant. Cette photo a été prise en 1880 au pied du mur des Lamentations. Il n'y avait alors aucune séparation entre hommes et femmes. Voilà une photo document. On va en parler justement avec vous, David Temstedt. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole francophone du parti Chasse, qui est membre de la coalition. Mais vous nous direz justement ce qu'il pense de cette mesure adoptée aujourd'hui par le gouvernement. Et puis on est également en ligne depuis Jérusalem avec Peggy Sidor, qui est journaliste au Jérusalem Post, spécialiste des questions de société. Bonsoir Peggy Sidor. Alors vous avez à une époque, vous aussi, milité pour que les femmes aient le droit de prier librement au mur des Lamentations. Est-ce que vous considérez que c'est une victoire ce soir ou pas, Peggy Sidor? Victoire pour qui? Pour ces femmes, pour les femmes. Non. D'ailleurs, j'ai quitté le mouvement il y a plus d'un an parce que la proposition qui a été agréée aujourd'hui par le gouvernement est une proposition que je considérais comme une grosse erreur. Il y a eu un vote à la direction du groupe. J'étais minoritaire et donc le groupe a avancé avec ses négociations avec le gouvernement. Je ne pense pas que c'est une victoire pour les femmes. C'est une grande victoire, par contre, il faut le dire, pour les mouvements libéraux, les conservateurs et les réformés en Israël qui n'avaient pas accès au mur et pour lesquels il y a aujourd'hui, maintenant avec cette décision, un espace de prière qui va être aménagé pour permettre à ces personnes, à ces juifs qui ont été mal accueillis jusque-là, qui maintenant auront le droit de pouvoir prier d'une manière respectable. C'est le même mur, c'est le même kotel, du point de vue archéologique c'est le même, il est en bas, mais pour eux c'est une grande victoire, mais ça n'a rien à voir avec le combat que nous avons mené, dans lequel j'ai participé pendant 15 ans, pour lesquels j'ai payé un prix très fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les graffitis dans la cage d'escalier de mon appartement, les menaces, les poursuites. Non, pour les femmes du mur, c'est pas du tout une victoire. Alors, vous restez avec nous, Peggy Sidor, David Temstedt. D'abord, on a vu cette photo là tout à l'heure dans le sujet de Joseph Emmanuel. Avant, il y a très longtemps, en tout cas au 19e siècle, il y avait femmes et hommes sans séparation qui priaient dans ce même endroit. Pourquoi aujourd'hui c'est plus possible? Pourquoi ça l'a été? Pourquoi ça ne l'est plus envisageable aujourd'hui pour les juifs orthodoxes? Alors pour répondre à la question, mais pour revenir sur le cœur du sujet, si on parle historiquement, je veux dire, ça fait depuis que la création du temple et depuis toujours, les juifs, quand ils ont prié l'Éternel, ils ont prié les hommes et les femmes séparés. Donc depuis le temple, on arrive maintenant aux sections bientôt de la Torah qui décrivent la construction du temple, du tabernacle. On peut le voir qu'il y a une partie réservée aux hommes et une partie réservée aux femmes. Donc chez nous les juifs, l'articulation du féminin et du masculin lors de la prière se fait de façon séparée. D'accord ? Donc
effectivement, il y a une photo qui décrit l'état du Kotel, qui date effectivement avant même que l'État d'Israël ait finalement la gestion du Kotel. Mais depuis que nous gérons le Kotel HaMaaravi, depuis la création de l'État d'Israël, il a été institué une mechitza, une séparation, pour que les hommes et les femmes puissent prier au Kotel. Donc c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas depuis toujours, et c'est la tradition juive. Il y a un judaïsme qui on appelle, si on peut l'appeler judaïsme, les mouvements qui sont des mouvements réformistes, progressistes, libéraux, venus des États-Unis principalement, qui sont nés qui ont été créés par Mendelssohn en Allemagne, à Berlin, bon, au siècle des Lumières, avec ce qui s'est appelé la Haskalah. Donc c'est un mouvement qui a voulu redéfinir les règles dans le judaïsme, redéfinir la cacheroute, redéfinir la circoncision, redéfinir toutes les règles de la halakha, construire un nouveau judaïsme. C'est tout le courant des mouvements libéraux qui sont extrêmement forts, puissants aux États-Unis. Bon, il faut le savoir, pour aller très vite, parce qu'on a peu de temps. Aujourd'hui, voilà, les libéraux, les femmes du Kotel ont une demi-victoire à discuter qu'est-ce qu'elles ont obtenu. En tout cas, elles ont obtenu un endroit dans lequel elles vont pouvoir prier en mix, c'est-à-dire hommes et femmes ensemble. Bon, il faut dire les choses très clairement. En Israël, il y a des millions de gens qui fréquentent le Kotel. Les gens qui fréquentent le Kotel n'ont jamais formulé une demande qui est la demande des femmes du Kotel de prier en mixte. Si aujourd'hui, nous faisions, s'il était possible de faire un référendum en Israël et de demander qui est-ce qui est intéressé par changer, par modifier le statut du Kotel, par changer le statut qui est que les hommes et les femmes prient de façon séparée, vous auriez, je pense, comme résultat à ce référendum, 90-95% de la population qui serait pour garder ce statu quo. Simplement, il y a des mouvements libéraux, il y a des mouvements conservateurs très puissants aux États-Unis. Donc c'est un lobby politique qui a pesé sur C'est un lobby qui est politique, c'est un lobby, on va dire, financier, qui agit sur des forces politiques en Israël, qui, en recherchant leur soutien pour d'autres causes aux États-Unis, répondent à certains de leurs besoins. Mais si on réfléchit, on rentre dans le fond de la question. Si on fait, comme je veux dire... Je voudrais juste que Peggy Sidor puisse répondre, après je vous redonne la parole. Peggy Sidor. Excusez-moi, mais votre invité dit à peu près... C'est un mal. Alors attendez. Ouais. La prière dans une prière. Je crois qu'on a un problème de connexion, malheureusement. J'aurais bien voulu que Peggy Sidor vous réponde, mais alors poursuivez, puisque vous étiez en train de passer à l'autre versant de la question. Donc, on est en train d'expliquer que si effectivement on faisait un sondage, même un référendum ici en Israël, pour savoir qu'est-ce qui serait intéressé par faire prier, changer le statu quo du Kotel, ben on verrait que 95% de la population n'est pas intéressée parce que sont en train de revendiquer ces mouvements libéraux et conservateurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lobbying important aux États-Unis qui fait pression sur Benjamin Netanyahou, qui fait pression sur la politique israélienne et qui fait pression sur le Bagatz, la Cour suprême, pour introduire des idées qui sont des idées pour nous fallacieuses, qui sont des idées qui touchent à notre essence même, qui veulent transformer notre judaïsme pour créer une autre religion, mais pas le judaïsme, et qui, par toutes ces pressions, arrivent à formuler des demandes auprès de la Cour suprême pour changer le statut du Kotel. Alors il faut savoir, effectivement, aujourd'hui... Mais est-ce que c'est dérangeant pour vous qu'ils aient un endroit à part aujourd'hui, même si c'est toujours au mur? Est-ce que vous trouvez que c'est dérangeant qu'ils soient à part? Ils ne sont pas avec ceux qui veulent prier uniquement les hommes seuls, les femmes seules, ils sont à côté. Est-ce que ça c'est dérangeant ou pas? Réponse, c'est un moindre mal, parce que si jamais l'accord qui a été aujourd'hui signé n'avait pas été entériné, on aurait eu une décision probable de la Cour suprême en faveur même d'un changement d'organisation du Kotel HaMaaravi tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ça nous dérange? Oui, effectivement, des juifs pratiquants, la tradition juive a toujours voulu que chez nous, on parle d'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut bien savoir, c'est quoi l'égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est abolir toutes les différences, ou est-ce qu'au contraire c'est donner la place aux différences, c'est-à-dire renforcer la différence et accepter la différence de chacun pour l'exalter? Chez nous, nous pensons que les hommes et les femmes sont différents et que cette différence, il faut la conserver, mais qu'il faut que chacun joue son rôle. Parce que si on n'a pas, quand chacun joue son rôle, alors la mélodie est juste. Alors la mélodie est juste. Peggy Sidor, on va vous retrouver cette fois. Je suis là et j'aimerais beaucoup répondre. Bien sûr, allez-y. Non, j'ai pas saisi le nom. David Temstedt. C'est un amalgame. Là, c'est pas croyable. J'espère qu'il le fait parce qu'il vraiment il ne sait pas la réalité. Mais enfin, mettons les choses au point. Les femmes du mur, les Nashot HaKotel n'ont jamais demandé à prier dans des prières mixtes.
C'est exactement la raison pour laquelle une partie d'entre nous, y compris moi-même, avons quitté le groupe depuis qu'il y a eu cette décision de passer dans cette nouvelle esplanade où les prières sont mixtes. C'est un groupe de femmes qui veut prier avec des femmes seulement. Seulement avec des femmes. Nous n'avons jamais demandé d'instaurer des prières mixtes au Kotel, là où ça se passe maintenant, ni dans le carré des femmes, ni dans le carré des hommes. C'est tout simplement, je veux bien espérer que monsieur, votre invité, le dit par ignorance et pas pour une autre raison. Ah, c'est primo la première chose. Ensuite, les mouvements réformés, les mouvements libéraux progressistes, je ne suis pas leur porte-parole, mais ils ont le droit de prier comme tout le monde dans ce pays. Ils ne peuvent pas prier dans le carré actuel, ni celui des femmes, ni celui des hommes, parce que eux, effectivement, veulent des prières mixtes. C'est pour ça qu'on leur aménage un endroit particulier qui est dans le prolongement du Kotel, du même mur du point de vue archéologique, mais qui n'est pas dans le même carré de prière, l'estanade de prière actuelle. Je ne vois pas où est le problème. Mais ça veut dire, Peggy Sidor, il faudrait un quatrième endroit. Il faudrait créer un autre endroit pour les femmes. Il faut admettre que les femmes du mur, les Shotakotel, les orthodoxes ou les traditionnalistes comme moi, nous voulons prier avec des femmes seulement dans le cadre de ce que la halakha juive permet. Et monsieur, votre invité, doit parfaitement savoir que selon la halakha, la loi juive, les femmes peuvent mettre un talit, un châle de prière, et elles peuvent lire de la Torah. On ne peut pas, dans le contexte orthodoxe, ça ne se fait pas devant des hommes. Mais dans le carré des femmes, c'est tout à fait permis, il n'y a aucun problème. Et ça, David Temsted, c'est du pur chauvinisme, c'est du pur chauvinisme, monsieur, appelez les choses par leur nom. Attendez, alors, j'aimerais quand même dire ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut venir prier au Kotel, et c'est ce que tout le monde fait. Simplement, il y a une méritza, ce qu'il y a toujours eu chez nous les Juifs, une séparation entre les hommes et les femmes quand ils veulent prier. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé... Mais c'est pas votre méritza qui nous dérange, nous n'avons jamais demandé de l'enlever. Alors, mettre un châle de prière pour une femme. On revient encore dans un autre débat qui est le débat de la dernière fois encore. On revient encore sur le débat de mettre un châle de prière ou de mettre des téphilines. Là, on revient à un vieux débat, on en a déjà parlé, je crois. Et on peut en reparler. Mettre un châle de prière par la halakha, c'est pas interdit. Ces femmes qui veulent le faire, elles peuvent le faire. Mais on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin du kotel pour venir mettre son châle de prière ni mettre ses téphilines. Est-ce que c'est véritablement ça le débat? Moi, je crois qu'il y a confusion et qu'on se cache derrière des prétextes pour à chaque fois. Vous voyez vous-même que les libéraux ont récupéré votre débat pour amener à quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, on assiste aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez assisté au mariage de la fille du président Clinton. Si vous avez vu quelle supercherie il y avait aux États-Unis, même le ministre Levin aujourd'hui au gouvernement l'a signalé. Si vous avez assisté à ces mariages où tous les partis libéraux, tous les femmes du Kotel étaient exaltées devant un mariage où il y avait un prêtre, un rabbin, on ne savait plus où on se trouvait. Et ben, ce qui se passe aux États-Unis ne se passera pas en Israël. On ne laissera pas ni les femmes du Kotel, ni les partis libéraux, ni les partis réformistes venir transformer, venir modifier notre judaïsme, notre essence. Elle n'est pas membre des femmes du Kotel. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Vous dites absolument n'importe quoi. Et de mauvaise foi en plus. Mais alors, qu'est-ce que vous réclamez, vous, aujourd'hui, Peggy Sidor? Nous réclamons de pouvoir continuer à prier dans le carré des femmes, uniquement entre femmes, sans aucun homme avec nous, et de prier selon notre tradition, c'est-à-dire de faire la prière du Rosh Chodesh du premier jour du mois juif. Certaines d'entre nous portent un talit, d'autres portent un talit et les téphilines, et nous voulons lire la paracha qui est de la Torah du Rosh Chodesh, le premier jour du mois juif. C'est tout. Ni mixte, ni enlever la séparation, ni rien du tout. Et la fille du président Clinton n'a rien à faire dans cette histoire. Merci Peggy Sidor. En tout cas, on voit bien que c'est un vrai problème de détermination de la religion là qu'il y a entre vous, et on ne vous mettra pas d'accord ce soir, on l'a bien compris. Merci David Temsted, porte-parole francophone du parti Chasse, d'être venu débattre donc avec Peggy Sidor. Et on voit bien que la solution qui a été trouvée aujourd'hui ne convient pas à tout le monde, loin s'en faut. Il y a quelques mois, l'Espagne et le Portugal entendaient réparer l'une des grandes injustices de leur histoire, le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. C'était en 1492. Aujourd'hui, il est possible aux descendants de ces familles de récupérer la nationalité de leurs ancêtres. Eh bien, un premier Juif d'Israël vient donc de redevenir espagnol. Reportage Maël Benoliel. Yossi Ben Naïm n'est plus seulement israélien,
Depuis quelques jours, ce trentenaire est aussi espagnol. Descendant d'une famille juive expulsée de la péninsule ibérique en 1492 sur ordre des rois catholiques, Yossi est le premier juif séfarade né en Israël à bénéficier de la loi adoptée par Madrid il y a quelques mois qui vise à réparer ce que le gouvernement avait qualifié d'erreur historique. Je sens que je fais partie d'un processus historique. 5 siècles après qu'on ait été expulsés d'Espagne, les Espagnols nous proposent d'obtenir la nationalité. Je pense que la boucle est en train de se boucler. En tant que premier Israélien, je trouve aussi que c'est un rapprochement entre les deux peuples. Et c'est en jurant allégeance au roi Philippe VI à l'ambassade d'Espagne que Yossi a obtenu son passeport. Mais avant cela, il a dû constituer un dossier, prouver ses origines et réussir des examens de langue et de culture espagnole. Des démarches qu'il a pu faire avec l'aide d'une ONG israélienne. L'Union séfarade mondiale travaille en étroite collaboration avec les autorités ibériques. Pour nous, l'Espagne, comme tu le sais sûrement, c'est pas un pays comme disons l'Albanie ou la Yougoslavie. C'est un pays où le peuple juif a vécu pendant des centaines d'années. C'est un pays où il a donné de ses meilleurs fruits au monde. D'après certains généalogistes comme Yossi Benaïm, il serait près de 3 millions de juifs séfarades dans le monde à pouvoir faire la demande de nationalité. Chaque jour, on reçoit, je dirais même quelques dizaines de demandes. Et je crois qu'on fait un acte vraiment pour le bien de tous, des Espagnols et des Israéliens et des Sfaradim. Un acte de réparation surtout symbolique, car avoir obtenu la nationalité espagnole ne changera pas la vie de cet avocat de profession. Je ne compte pas déménager en Espagne ni travailler. Je n'ai pas fait ça pour moi, mais pour mes enfants. Car, dit-il, personne ne sait de quoi sera fait l'avenir. Pour Yossi, comme pour beaucoup d'autres, 500 ans n'est pas une période assez longue pour oublier qui l'on est et d'où l'on vient. On va parler tennis à présent et le règne sans partage du Serbe Djokovic sur l'Australie. 6e victoire aujourd'hui en finale de l'Open d'Australie face à l'Écossais Andy Murray. Ça s'est joué en 3-7 et Djokovic a vraiment été impressionnant. On s'attendait quand même à une finale plus serrée entre les deux meilleurs joueurs mondiaux actuellement. Premier set expédié assez rapidement par Djokovic, un peu plus accroché dans le deuxième set où Murray revient. Vous allez le voir avec des échanges de fond de cours beaucoup plus disputés. Mais Djokovic s'impose finalement 7-5 dans ce deuxième set également. Et puis donc un troisième set où ça s'est joué au tie-break. Djokovic qui s'impose donc en 3-7 et qui remporte cette finale. C'est le premier joueur à remporter 6 fois l'Open d'Australie. Et puis c'est son 11e Grand Chelem. Vous voyez la joie de son entraîneur Boris Becker, l'ancien champion également. Djokovic tout sourire. On va écouter la réaction d'abord de Murray, le perdant, puis de Djokovic. Je pense que j'aurais pu mieux jouer si mon coup droit avait été plus régulier comme je l'ai fait dans le troisième set, monter plus au filet, jouer plus agressif. De tous les matchs que l'on a disputés en Grand Chelem, c'est le meilleur que Novak a joué. Je ne sais pas si l'on se rend compte de l'extérieur, gagner en 3-7 et un peu plus de 2 heures, c'est très difficile à réaliser. J'ai une histoire d'amour avec la Rod Laver Arena depuis longtemps et j'espère que cela va continuer. C'est phénoménal, je suis très fier de moi et de mon équipe. Nous travaillons dur pour ces résultats et nous en profitons maintenant. On doit profiter de chaque instant car ce sont les tournois les plus importants au cours desquels nous voulons bien jouer. Il ne fait aucun doute que ces 15 derniers mois, je joue mon meilleur tennis. Alors on est en ligne avec l'entraîneur de tennis Patrick Simon qui entraîne notamment l'équipe Espoir féminine d'Israël. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous connaissez bien tout ce milieu du circuit. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que Djokovic n'a plus de concurrence là, actuellement ? Bien, les résultats le montrent. Il est invaincu. Maintenant, il a un gros challenge. Ça va être la terre battue de Roland-Garros. Il n'a jamais gagné à Roland-Garros. Et ça va être un gros challenge. Alors sur surface rapide et tout, pour l'instant, oui, il a écrasé la concurrence. Les résultats le montrent. 11 grands chelems, il est à 3 grands chelems de Sampras et de Rafael Nadal. Voilà, il est bien parti. Maintenant, il a ce challenge de Roland-Garros sur terre battue.
Alors justement, il est encore assez jeune quand même pour un champion de ce niveau. Est-ce qu'il peut devenir ce qui se fait de mieux en tennis? Parce qu'il y a déjà Federer qui est toujours impressionnant, mais est-ce que lui peut dépasser justement les records de Federer? Oui, bien sûr. Mais n'oublions pas qu'il y a 2 ans, quand Nadal était à 14 grands chelems, personnellement j'avais compté, je me suis dit allez, encore 2 ou 3 sur terre battue, et puis hop, il va rattraper Roger Federer. Et puis finalement, vous voyez que là, il est en train de caler un petit peu, donc oui, il peut rattraper, mais voilà, ça va très vite dans ce milieu-là, très très vite, mais bon, s'il continue comme il a fait là, les 15 derniers mois, bien sûr qu'il peut rattraper, égaler Federer et le dépasser, bien sûr. Merci Patrick Simon, entraîneur professionnel de tennis, donc à propos de ce nouvel exploit réalisé par le Serbe Novak Djokovic, donc vainqueur aujourd'hui de l'Open d'Australie. Puis on rappelle que chez les dames, c'est l'Allemande Angelika Herbert qui a remporté pour la première fois ce week-end un tournoi du Grand Chelem en battant la grandissime favorite, l'américaine Serena Williams, en finale. Dans un instant, votre soirée continue sur les 24 News, nouveau journal, et puis l'hebdo de Julien Banoul, ce sera donc juste après la pause. Bonne soirée, évidemment, sur les 24 News.